Il est 8h10 sur studiocalita.com. Avant de recevoir notre invité ce matin qui est le docteur Michael Bar-Tzvi, une précision. Vers la fin de cette heure, nous jouerons comme nous le faisons chaque jour à la Misvada, la valise de studiocalita.com dont la cagnotte augmente de jour en jour puisqu'elle est aujourd'hui de 1820 shekel. Il vous suffira de répondre à une des questions concernant la teneur de cette heure d'actualité pour remporter donc cette cagnotte de la Misvada de studiocalita.com. Ce sera vers la fin de cette heure d'actualité. Mais en attendant, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en ligne avec le docteur Michael Bar-Tzvi. Michael Bar-Tzvi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous sur studiocalita.com ce matin. Nous allons parler avec vous en ce vendredi, fin de semaine, d'une semaine particulièrement mouvementée avec deux événements. La double décision du gouvernement israélien dimanche de geler, de suspendre l'accord qui avait été conclu avec les mouvements réformistes et conservatifs sur un arrangement sur l'esplanade alternative du Kotel Amaravi, du mur occidental, et la loi sur les conversions. Donc deux décisions qui ont suscité la colère du judaïsme non orthodoxe américain. Et puis, plus près de nous, hier, donc, la décision de la commission de l'administration pénitentiaire qui a décidé de réduire la peine d'Ehud Olmert d'un tiers. Ehud Olmert qui sera donc, on le sait depuis hier, il n'y aura pas de recours de la part du parquet israélien. Et Ehud Olmert qui sera donc libéré de prison dimanche. Alors je voudrais qu'on commence peut-être par le plus chaud, le titre, cette information donc sur Ehud Olmert. Qu'est-ce que vous ressentez après cette décision de la commission de l'administration pénitentiaire? Est-ce que vous partagez les avis que l'on a entendus au cours des derniers jours, qu'il fallait finalement ne pas s'acharner sur Ehud Olmert, qui a eu des mérites aussi, puisqu'il a participé, contribué incontestablement à la sécurité de l'État d'Israël, et que d'une certaine manière, on avait le sentiment que le parquet voulait s'acharner en essayant de chercher la petite bête pour empêcher donc que cette peine ne soit réduite. Vous partagez ce sentiment d'acharnement? Non, je pense que, indépendamment du cas de Olmert particulier, pour moi, je pense qu'il faut modifier la loi et une personne qui faute dans le cadre des fonctions publiques ne doit pas bénéficier d'une réduction de peine, peu importe. Je n'entre pas dans le cas spécifique d'Ehud Olmert, mais je pense qu'à partir du moment où quelqu'un est accusé ou condamné pour corruption ou faux usage de faux dans le cadre d'une fonction publique, il ne doit pas pouvoir bénéficier d'une réduction de peine. C'est une question de principe. De la même façon, je pense qu'aussi une personne qui a été condamnée ne doit pas pouvoir revenir dans la vie politique, peu importe que ce soit après 5 ans, 7 ans, à partir du moment où les fautes ont été commises dans le cadre justement de ces fonctions politiques. Il ne s'agit pas d'un citoyen normal, il s'agit de personnes qui ont bénéficié davantage dans le cadre de leur fonction publique et qui ont trahi finalement la confiance des gens qui leur ont donné ce mandat. Donc pour moi, la réduction de peine ne doit pas s'appliquer. J'ai entendu dire, oui, c'est comme tous les citoyens. Oui, non, c'est ça. Il y a le fameux, ce que l'on appelle le Mifran Bouzaglo en Israël, selon lequel voilà. Tous les citoyens sont à la même enseigne. Vous pensez que ce n'est pas le cas, et surtout lorsque... Non, parce que les affaires de corruption sont faites avec de l'argent public souvent, et donc c'est dans le cadre d'un service particulier. Donc c'est pas un citoyen normal qui a commis un délit. Il s'agit d'un délit qui est un délit public, dans le cadre de ses fonctions publiques. Donc, à mon avis, la réduction de peine ne doit pas s'appliquer à des hommes politiques ou des hommes qui, dans le cadre de leurs fonctions publiques, que ce soit des gens qui sont élus ou nommés par l'État, la réduction de peine ne doit pas s'appliquer. À mon avis, ça doit être un principe fondamental. C'est comme ça dans beaucoup de pays, de même que dans de nombreux pays, nombreuses démocraties. Ces hommes politiques qui ont commis une faute et qui ont été condamnés, qui sont allés en prison, ne peuvent pas revenir dans la vie politique. Or, on le voit aujourd'hui, il y a même un ministre qui a fait de la prison et qui a à nouveau commis soupçonné. un délit. Voilà, qui a commis un délit dans le cadre de ses fonctions et utilisé de l'argent public et condamné pour corruption, qui a pu revenir dans la vie politique et se faire réélire après un certain délai. Donc je pense que ça doit pas être possible.
Donc ce fameux principe, parce que finalement, même un homme politique, on peut dire que, et ça a été le cas en particulier de l'ancien président de l'État, Moshe Katsav, même lorsqu'il Ouais. n'est pas, même s'il ne devait pas être condamné, ne serait-ce que le simple fait même qu'il ait été traduit devant la justice, et bon, et condamné dans le cas précis, même s'il n'avait purgé qu'une peine minime, eh bien, d'une certaine manière, c'est un homme qui est tombé, comme on dit, migra rama, c'est-à-dire du plus haut de Ouais. sommet de la hiérarchie jusqu'au plus profond des précipices. Peut-être que cela est en soi une punition encore plus sévère, peut-être que celle de vivre pendant 1 ou 2 années en prison. Non, non, absolument pas. C'est quelqu'un qui a utilisé, même si vous prenez le cas du président Kassav de l'époque, c'est justement parce qu'il avait une espèce de position hiérarchique supérieure qu'il a pu commettre les délits qu'il a commis. Donc il a profité de cet avantage. Donc il n'est pas un citoyen, ça n'est pas un citoyen normal et il n'a pas purgé la peine comme un autre citoyen. Il a non seulement il a perdu sa fonction, en soi c'était déjà un avantage. Donc je ne vois pas où est la sanction. Le fait d'aller en prison ou le fait de payer, comme on dit, sa dette, c'est tout à fait normal. Et de ce point de vue-là, il n'a pas bénéficié davantage parce qu'il était un homme public, absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'il y a bien beaucoup de gens qui n'ont pas bénéficié de l'aide juridique dont a pu bénéficier Ehud Olmert ou Moshe Katsav, qui avaient toute une batterie d'avocats et justement ont pu bénéficier d'un soutien également de toute une série de conseillers juridiques ou autres dans le cadre de leur procès. Donc de ce point de vue-là, je pense que les hommes publics ont un devoir beaucoup plus important de transparence et d'exemplarité. Je pense que là, ça n'est pas un bon exemple. Le fait de réduire la peine, c'est Et le principe qui est, vous parliez d'autres pays, mais par exemple en France, un président de la République ne peut pas être poursuivi par la justice, même s'il a commis les pires des infractions, il ne peut pas être poursuivi par la justice pour justement le principe pendant son mandat. Pendant son mandat, le principe étant de lui permettre de continuer à gérer convenablement les affaires de l'État. Est-ce que par exemple le fait que Binyamin Netanyahou fasse l'objet actuellement de plusieurs enquêtes judiciaires, finalement cela n'entrave pas sa manière de gérer les affaires de l'État. Et finalement, peut-être que là aussi, il faudrait qu'il y ait une loi pour... C'est tout à fait possible. C'est une question de modèle politique. La France est une monarchie républicaine au suffrage universel qui donne tous les pouvoirs au président et donc lui permet finalement d'exercer son mandat sans aucune entrave. Et vous avez l'autre modèle, par exemple les États-Unis, où un président peut être empêché, comme on dit, et même, on a vu avec Nixon à l'époque, être obligé, forcé à la démission. Donc, la question de savoir ce qu'on préfère comme modèle politique, je pense que on peut envisager les deux possibilités, mais il n'est à aucun moment l'idée que quelqu'un qui a commis une faute puisse revenir ensuite au pouvoir ou à des fonctions politiques n'est possible dans une démocratie. Or, en Israël, on n'est ni les États-Unis ni la France, justement. Donc c'est là où, à mon avis, le modèle politique doit être réformé, parce que à la fois on peut poursuivre un ministre ou un Premier ministre en fonction, et d'un autre côté, même s'il était condamné, il pourrait revenir dans la vie politique après. Donc en théorie, Ehud Olmert, même si on dit que aujourd'hui, il n'a aucune chance de revenir dans la politique, mais vu son âge, s'il avait 40 ans, dans 10 ans, on retrouverait peut-être comme député, voire plus. Alors, le cas de Derry, qui est un cas tout à fait typique. Alors, Michael Bartzvi, revenons à l'autre actualité de cette semaine avec ces deux doubles décisions du gouvernement israélien sur sur l'arrangement du Kotel qui a été suspendu, sur la loi sur les conversions qui confirme, on va dire, l'exclusivité ou l'hégémonie du grand rabbinat orthodoxe d'Israël sur ce dossier des conversions.
Est-ce que finalement, et lorsque l'on parle aujourd'hui à Binyamin Netanyahu, certains lui demandent de se justifier, sa décision, alors que lui-même est très proche, on va dire, du judaïsme américain, qu'il connaît parfaitement bien, il dit que finalement, il a été pressé par les partis orthodoxes, et d'une certaine manière, on en déduit que finalement, pour le Premier ministre de l'État d'Israël, il est peut-être plus important de conserver une coalition gouvernementale intacte avec les partis orthodoxes plutôt que de tenir compte du judaïsme américain. Est-ce que Binyamin Netanyahou est avant tout le Premier ministre de l'État d'Israël ou bien il est avant tout le Premier ministre du peuple juif ? Alors là, on touche à une question qui est beaucoup plus importante que la simple question du kotel ou même de la conversion pour moi. C'est la conception, ce que je dirais, du sionisme. C'est-à-dire que ça n'est pas une crise avec le judaïsme américain, mais avec l'ensemble des communautés juives. Je pense que l'accord n'a pas été signé, même s'il y a eu une négociation qui a duré pendant 3 ans, où chaque côté a fait des concessions. Ça a été une négociation qui a été difficile, a été signée et proposée par le président de l'agence juive. Je rappelle quand même que Sharansky est membre du Likoud et que toute l'initiative de cette négociation, c'était Netanyahou lui-même qui était l'architecte finalement de cette négociation, de cette proposition. Donc dans le principe de l'État d'Israël, et ça je crois que c'est très important, l'État d'Israël c'est l'État du peuple juif. Et donc il y a eu, que l'on soit, peu importe la vision du sionisme que l'on a, que l'on soit je dirais d'une école jabotinskienne ou d'une école Ben Gurion ou de Rav Kook, le principe, c'est de conserver l'unité du peuple juif. Donc, et lorsqu'on dit que l'État d'Israël, c'est l'État du peuple juif, c'est l'État du peuple juif à travers tous ses courants, toutes ses manières de vivre le judaïsme et non pas seulement l'orthodoxie. Alors, quand on a créé l'État d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle un status quo, c'est-à-dire que la vision de Ben Gurion à l'époque, c'était justement de n'exclure personne et donc de ne pas exclure le monde orthodoxe. Et donc, on a fait un certain nombre de concessions. Donc l'État d'Israël, en tant qu'État du peuple juif, il n'est pas la propriété ni d'un gouvernement ponctuel, conjoncturel, disons, ni des partis orthodoxes, mais de l'ensemble du peuple juif. Sinon, pourquoi adopter une loi comme la loi du retour qui prévoit dès le départ, au fond, que des juifs qui n'ont que 1 des 4 grands-parents juifs puissent bénéficier de la loi du retour? Ça n'a aucun sens si on considère que l'État d'Israël n'est pas un État de halakha, comme on dit. Ça n'est pas un État halachique, c'est un État juif. Et il y a une grosse différence entre ça. C'est-à-dire que dès le départ, l'État d'Israël n'a pas vocation à être un État de halakha, mais à tenir compte dans un certain nombre de lois, on sait lesquelles, mais l'état civil, les fêtes juives, la cacheroute dans les établissements publics, etc. On tient compte, si vous voulez, disons, de la conception orthodoxe du judaïsme, mais il ne s'agit pas de transformer l'État d'Israël en un État halachique ou un État qui va fonctionner selon la halakha, mais qui accepte tous les juifs, y compris d'ailleurs ceux qui, sur le plan halachique, ne le sont pas. Et aujourd'hui, on a vu que des communautés, par exemple, de l'ex-Union soviétique, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un nombre qui atteint probablement 200 ou 300 000 personnes qui ne sont pas juifs selon la halakha, qui n'ont pas été convertis. C'est la raison pour laquelle le débat sur la loi des conversions est particulièrement aigu aujourd'hui. Bien sûr. Alors, ce débat, le débat sur les conversions, il est légitime. Personne ne dit il faut adopter tel type de conversion ou pas. Le débat, il est légitime. Ça n'est pas là-dessus que, disons, n'oublions pas aussi autre chose que les gens peut-être ne savent pas, c'est que le rabbinat d'Israël n'a pas été, il n'a pas été le grand rabbin d'Israël, il n'est pas désigné par un collège de sages ou de rabbins, ils sont élus par la Knesset, donc par des gens qui ne sont des pas représentants des partis. Les représentants des partis, y compris d'ailleurs les partis arabes. N'oublions pas que les partis arabes votent pour l'élection du grand rabbin, ce qui vous donne un peu. Donc l'autorité, si vous voulez, la source de l'autorité des rabbins orthodoxes, du rabbinat orthodoxe, c'est l'État d'Israël. Alors, effectivement, c'est l'État d'Israël qui est l'État du peuple juif dans son ensemble. Aujourd'hui, les communautés libérales, à ma connaissance, aux États-Unis, bien entendu, elles sont majoritaires, mais pas seulement aux États-Unis. Vous avez, en France, et même par exemple dans l'ex-Union soviétique, aujourd'hui, des communautés qui sont sorties conservateurs ou libérales
et ils sont peut-être majoritaires. Est-ce que vous ne pensez pas, Michael Bartwi, que peut-être ce changement de Binyamin Netanyahou, cette volte-face du Premier ministre, n'est pas lié à des changements de tendance qui se dessinent aussi au sein du peuple juif? C'est-à-dire que un sondage, et nous en parlions il y a quelques jours avec notre ami Dov Maimon, un sondage, plusieurs sondages enquêtes ont été réalisés au cours des derniers mois sur le judaïsme américain. L'un de ces sondages indique qu'au niveau du monde orthodoxe, qui représente environ 1 million de membres du judaïsme américain sur 5, eh bien, ce monde se renforce considérablement grâce à un taux de natalité extrêmement important, alors que parallèlement, eh bien, les milieux, les communautés conservatives et surtout réformistes, eh bien, perdent peu à peu leur lien avec le judaïsme. Ils nous disaient leur lien avec l'État d'Israël encore plus. Alors peut-être que d'une certaine manière, là, il y a une prise de conscience, une sorte de glissement de la part du judaïsme, d'une partie du judaïsme américain en dehors on va dire, de ce lien avec l'État d'Israël et même avec le judaïsme, on va dire, avec le judaïsme traditionnel. Oui, je connais tous ces sondages. C'est justement la raison pour laquelle il faut faire d'énormes efforts pour renforcer le lien avec ces communautés qui, parfois, sur le plan politique, et encore une fois, n'oublions pas qu'on a eu 8 années d'Obama, c'est-à-dire 8 années d'un parti démocrate allé noyauter, si vous voulez, par la gauche, disons, radicale et parfois antisioniste, ou en tout cas moins sioniste qu'elle ne l'était. Donc, raison de plus de renforcer les liens avec le judaïsme américain et justement avec toutes ces communautés qui sont les communautés qui aujourd'hui, c'est le lobby qui sont. On ne peut pas demander aux juifs américains d'un côté de faire un lobby en faveur d'Israël, et ceux qui font ce lobby en faveur d'Israël au Congrès, que ce soit les sénateurs ou les députés du Congrès américain qui sont pour la plupart des démocrates d'ailleurs, souvent, et qui donc sont peut-être plus à gauche, on ne peut pas leur demander de nous soutenir et de nous aider et en même temps les rejeter. Donc il y a quelque chose d'absurde dans cette décision du gouvernement, d'autant que la décision du Kotel, franchement, c'est une décision qui a été négociée à l'initiative de Netanyahou, dans laquelle ce qu'on appelle les réformistes ou les libéraux, les conservateurs ont fait des concessions, puisqu'ils n'ont pas demandé à aller prier, à aller remplacer dans l'esplanade traditionnelle. Ils sont sur un troisième espace qui ne fait même pas partie de l'esplanade du Kotel, mais c'est un lieu qui dépendait de l'autorité de l'archéologie. Donc, en fait, ce lieu n'était pas géré du tout par l'administration du Kotel. Non, je crois que l'administration du Kotel, elle a changé. Ça, jusqu'en 1995, il y avait relativement peu de problèmes. C'est le changement, en fait, de rabbin du Kotel. Voilà, du rabbin qui gère le Kotel. Nous en parlions avec justement avec quelqu'un qui connaissait bien le Rav Gez, qui était un rabbin. Voilà, le Rav Gez qui était un rabbin qui est orthodoxe mais ouvert. Voilà. Et je pense que n'oublions pas que si on peut aller prier sur le Kotel, ça n'est pas seulement grâce aux rabbins orthodoxes, mais c'est grâce à l'armée d'Israël qui a libéré Jérusalem il y a 50 ans. Et c'est à ces soldats, au sacrifice de ces soldats, que nous devons la possibilité d'aller prier librement. Alors, il y a quelque chose d'absurde, si vous voulez, parce que si on se coupe de ce judaïsme, n'oublions pas aussi que pendant 70 ans, on dit aux Juifs, venez soutenir l'État d'Israël financièrement et politiquement. Aujourd'hui, c'est un chiffre extrêmement important. L'investissement et les dons à toutes sortes d'associations en Israël, ça représente 7% du PIB. C'est-à-dire pas mal de milliards de shekalim. Et si demain, ne serait-ce que 1% venait à manquer, c'est une perte énorme pour le budget d'Israël. Alors, c'est la dernière question. Il semble qu'aujourd'hui, Binyamin Netanyahou veut tenter de calmer les esprits. Il en essaie et dire qu'on va essayer de trouver un compromis qui pourrait satisfaire tout le monde, c'est-à-dire les orthodoxes, les réformistes et les conservatifs. Mais ceux qui connaissent, par exemple, le monde orthodoxe savent qu'il n'y a pas de possibilité de compromis avec le monde réformiste, les communautés réformistes. Est-ce que ça vous semble réaliste ? Oui,
ça me semble très réaliste parce que je pense que Netanyahou a commis une erreur. Il s'est pas rendu compte. En plus, c'est 50 ans après la libération de Jérusalem. Oui. Je veux dire, le timing était le plus mauvais possible. Or, Netanyahou, en général, est plutôt un bon tacticien politique. Et là, vraiment. Et puis, il a annoncé cette décision au moment où tous les leaders du judaïsme américain étaient ici dans le cas de l'agence juive, du conseil d'administration de l'agence juive. En plus, je pense qu'aujourd'hui, les orthodoxes ne menacent pas Netanyahou. Il n'est pas en danger. Ce qu'il menace, c'est peut-être les enquêtes, effectivement, contre lui. Mais sa coalition n'est pas en danger. À l'intérieur de sa coalition, il y a Lieberman et même chez Carlon des gens qui sont opposés au changement de cette décision. Et je ne vois pas les orthodoxes aujourd'hui quitter la coalition parce qu'ils ont obtenu énormément de budget pour le réseau d'écoles, etc. Et je ne vois pas aujourd'hui une autre coalition leur donner plus que ce que Netanyahou leur dit. Alors ils ont peut-être essayé, mais je pense que si on revenait à l'accord précédent, les orthodoxes ne quitteront pas le gouvernement. Eh bien, docteur Michael Bar-Tzvi, merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairé donc, sur votre avis, votre position sur ces deux grands sujets qui ont été au cœur de l'actualité de cette semaine. La libération d'Ehud Olmert qui interviendra donc dimanche et puis donc cette suspension de la loi de l'arrangement sur le Kotel et la loi sur les conversions votée par le gouvernement israélien en début de semaine. Merci d'avoir été avec nous. On souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom. Merci à vous.